Merci à toutes et à tous de bien vouloir regagner vos places. On va reprendre nos travaux. Merci de rester fidèle à ce colloque de la FNCCR, Territoire d'énergie. Donc vous venez d'assister à la dernière intervention de ce premier temps consacré aux différentes solutions sur étagère. La dernière solution du CEDA présentait une solution hybride. Donc on va voir maintenant les projets développés par les collectivités, développement d'un hyperviseur, déploiement d'un réseau par le service public local. On va en parler avec un premier intervenant. Donc je vais vous inviter, messieurs, à rejoindre vos places. Excusez, on va démarrer. Je vais demander à Gilbert Vasselon de bien vouloir nous rejoindre. Merci Gilbert d'être avec nous. Je vous en prie, installez-vous sur le canapé. Donc on va parler d'abord avec Gilbert Vasselon, qui est responsable du service réseau électrique et éclairage du TE 42, territoire d'énergie de la Loire, de votre solution. Peut-être avant de rentrer dans le détail et découvrir cette solution, je vais vous demander de nous présenter brièvement territoire 42, et puis le nombre de points lumineux et d'armoires, et aussi les prestations de maintenance associées. C'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez mis en place la maintenance de l'éclairage public sur les 323 communes. Je ne dirais pas à quelle date ça remonte. Oui, donc ça fait plus de 30 ans. Et donc à ce jour, effectivement, au niveau du ciel TE, Loire, c'est pratiquement 110 000 points lumineux qui sont gérés. On voit qu'on a pratiquement 35% de LED. Et il nous reste encore un peu moins de 50% de sodium haute pression et les quelques bricoles qui restent encore sur le territoire, mais ça fait presque 110 000 points lumineux à gérer. Voilà. Et donc la Loire, c'est... Ouais, on voit les infos. Et dans la gestion de l'éclairage public, c'est effectivement les voies d'éclairage public, mais c'est les monuments et c'est les terrains sportifs aussi. Mise en valeur des monuments et tout ce qui est sportif extérieur. Voilà. Donc la Loire, c'est un des tout premiers départements de votre région à avoir développé et déployé le haut débit. Et donc pourquoi vous avez fait le choix du déploiement d'un réseau d'objets connectés? C'était évidemment lié, c'était l'histoire qui le voulait. Donc effectivement, le président de l'époque qui s'était battu bec et ongle pour déployer le très haut débit sur la Loire, ça a été très très compliqué pour mettre ça en place. Juste quelques petits chiffres. En 5 ans, on a déployé plus de 10 000 km de fibres, réalisé en affermage, donc en maîtrise d'ouvrage ciel. Donc 10 000 km, juste un petit calcul, ça faisait 10 km par jour qui étaient déployés sur le terrain de fibres, avec plus de 300 000 euros de dépenses par jour pour déployer toute cette fibre. Et au fil du déploiement, on a bien vu les collectivités qui au début étaient assez... qui s'interrogeaient, et on a vu qu'il y avait des nouvelles demandes, des nouveaux besoins des collectivités qui se posaient tout un tas de questions. Certes, le très haut débit, mais on a vu au travers de ces nouveaux besoins que le très bas débit était une solution qui pouvait se développer. Et le président de l'époque, qui était tout à fait en pointe là-dessus, nous a demandé de travailler sur le sujet. Et donc, au niveau du très bas débit, on a vu que, effectivement, les communes, on voit plusieurs usages et toutes ne sont pas là sur la diapositive, mais relever un compteur d'eau, c'est intéressant. Savoir le niveau de CO2 dans une classe ou d'avoir sa température, c'est aussi intéressant. Gérer des déchets, savoir quand la poubelle elle est pleine, c'est aussi intéressant. Ça évite de se déplacer pour rien. Nous, au ciel, on gère des chaufferies bois et du photovoltaïque, donc c'est aussi intéressant de savoir comment ça se passe. Avoir le niveau de la cuve de fioul. Des collectivités qui étaient traversées par des fleuves nous ont dit qu'elles étaient intéressées de prévoir les crues et d'avoir un capteur le long du fleuve. Quand la crue arrive, ils l'ont en temps réel. Bien sûr, l'éclairage public, le stationnement et puis plein d'autres choses. Donc à ce moment-là, on a pu avoir une convention avec le département et avoir une petite aide, alors qui était certes pas élevée, qui était de l'ordre de 50 000 euros. Et dans ce cadre-là, on a fait une expérimentation sur l'éclairage public.
Voilà. Et donc, on a mis des capteurs dans les armoires et sur des points lumineux. Voilà. Donc ça, c'était la première expérimentation. Exactement. Alors, quel est l'intérêt donc, que vous avez vu dans la gestion et la maintenance de l'éclairage public avec cette solution? On a tout de suite vu que le fait d'avoir les informations à la fois des armoires et des points lumineux, c'était intéressant de pouvoir refaire remonter tout un tas d'alertes, de savoir ce qui se passait sur le terrain, mais aussi d'éviter tout un tas de déplacements. Ça a été dit ce matin, de pas mal de collectivités au dernier moment, on nous demande de modifier les horaires, nous demande d'aller couper, il y a une fête qui n'était pas prévue, au pied levé, il faut y aller. Et ça a un coût, les entreprises se déplacent, vous voyez le territoire. Donc, dans le cadre du très bas débit, on a décidé de voir la couverture de l'ensemble du département. Et ça nous a permis de dire il faut poser 380 passerelles sur toutes les communes, 323 communes, pratiquement une passerelle par commune, un peu plus. À ce jour, donc sur la diapo, c'est marqué 150 passerelles déployées, mais aujourd'hui on est à 300, ça a été très vite depuis quelques jours. Voilà. En effet. C'est du très haut débit. Voilà, mais tout ça... Donc il y a eu une étude de couverture radio, bien sûr, pour déterminer les emplacements de ces 380 passerelles. Et effectivement, on a pu faire ça parce que l'expérimentation a démontré que ça marchait et que c'était apprécié. Donc là, sur la diapo, on voit l'horloge connectée qui est mise dans les armoires. Voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc, horloge connectée, on avait déjà des horloges astronomiques. Et l'horloge connectée permet de commander jusqu'à 4 départs à distance. Donc dans des armoires qui ont 4 départs, indépendamment, on commande les 4 départs allumage-extinction. On peut mettre le même système sur les points lumineux. Parce que de nombreuses collectivités souhaitent que la rue reste éclairée, mais que des artères perpendiculaires soient coupées. Donc par le biais au point lumineux, on peut couper. Et comme le disait ce matin aussi, avec la technologie Zaga, la norme Zaga, maintenant sur le luminaire, on met directement le petit champignon qui évite ce système. Et effectivement, j'invite les collectivités justement à promouvoir le système Zaga et pour que les luminaires justement de demain puissent être interchangeables et facilitent la maintenance, diminuent les coûts et tout ça. Il faut qu'effectivement il y ait une compatibilité Zaga des luminaires. Et si nous, syndicats et collectivités, on n'est pas précurseurs dans le domaine, alors ça peut contrarier certains fournisseurs parce qu'ils n'ont pas le système. Mais si on leur dit qu'on n'achète plus les 8000 lanternes chez eux, ça les oblige à se mobiliser, à se bouger et aller de l'avant. Voilà. Parlons de l'aspect financier. Dites-nous un petit peu quel est le coût de l'opération. Alors le coût d'opération, ça doit être la diapo après, je crois, ça va m'aider. Voilà. Donc effectivement, je vous disais, le budget initial, donc c'était 380 passerelles à poser pour un coût estimé à 4 500 €, donc 1,7 million, c'est pas rien. Pour déployer ces passerelles, il y a eu des visites diagnostiques sur le terrain, donc estimées à 50 000 €. Un curatif de 50 000 € aussi. Ces passerelles, elles sont à l'extérieur, elles prennent la foudre, elles prennent la grêle, elles peuvent être vandalisées. Une maintenance informatique de 25 000 € et la licence de 70 000 €. Donc pour un total de 1,9 million, voilà le coût initial d'implantation de ces 380 passerelles. On a eu la chance où on a quelqu'un en interne qui est aiguisé sur toutes les subventions qui sont disponibles. Et au niveau de la subvention du FEDER, on va aller chercher 400 à 500 000 €. Et quel bilan vous faites avec le recul maintenant, plutôt positif? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que sans cette aide de 400 à 500 000 €, on n'y aurait peut-être pas été aussi vite. Mais on a bien vu que au niveau du très bas débit, il y avait des demandes, de nombreuses demandes, que nous, on est là pour accompagner les collectivités. Et que si on leur trouve un système qui marche et qui est fiable et qui a un coût derrière correct, les communes, elles y vont naturellement. Elles voient vraiment l'intérêt. Donc là, sur cette diapo, on avait imaginé en 2022 une cotisation qui était... là, j'ai pris un exemple d'une commune de 15 000 habitants
avec un nombre d'objets connectés. Alors, ça, c'est hors éclairage public. Hein. On avait imaginé une cotisation qui représentait 5 700 € en 2022. On a eu pas mal de réticences de ces communes qui trouvaient que ça faisait cher parce qu'elles n'en avaient pas encore totalement vu l'intérêt et ça faisait un budget assez important par an. Donc en 2023, on est passé à une nouvelle formule de cotisation avec 1 centime par habitant, vraiment minime, et un coût de 2,50 € par objet et par mois. Et là, on a quelques communes qui sont un peu plus parties dans ce système. Voilà. Voilà, parce que les communes, elles voient l'intérêt. Oui, tout très à vite, fait. Et elles veulent aller plus loin maintenant. Tout à fait, voilà. Et elles veulent aller plus loin parce qu'effectivement, elles ont bien compris que par ce système-là, eh ben, je vais prendre les conditions hivernales. Chez nous, il y a un petit peu de neige, un peu de verglas. Eh ben, quelques objets bien placés. Je veux dire, l'hygrométrie, la température. Eh ben, il n'y a plus personne qui se déplace à minuit, 1h ou 2h du matin avec la voiture qui va voir s'il faut mettre du sel ou passer le chasse-neige, quoi. Enfin, voilà, je caricature un peu. Le système, je repense à la cuve à fuel, de savoir son niveau plutôt que quand c'est en panne, il faut aller dépanner. Et là, les collectivités ont bien vu tout l'intérêt. Donc ça, c'est pour les communes objets connectés dans sa globalité. Mais pour en revenir à l'éclairage public, là aussi, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, le fait de pouvoir allumer, éteindre, de pouvoir, ça a été dit ce matin aussi, avec les arrêtés, les heures de modification, eh ben, j'ai envie de dire qu'en temps réel, une fois qu'on a l'information, il n'y a plus d'entreprise qui se déplace sur le terrain et qui va modifier, et ça se fait instantanément. Voilà. Juste pour revenir sur les applications dont vous avez parlé, les futures applications, en fait, ces applications elles se feront à partir des points lumineux, c'est ça? Alors, aujourd'hui, un peu plus loin, compte tenu qu'on avait fait cette expérimentation sur les points lumineux et les horloges, on a eu une autre opportunité, c'est d'avoir une subvention du FACÉ, hein, qui nous a permis d'aller chercher 900 000 € sur un budget d'1,2 million. Donc ça nous a permis de déployer, c'est en cours aussi, ça va nous permettre de déployer 1700 horloges connectées dans nos 4200 armoires. Donc le FACÉ, c'est uniquement pour les communes rurales, hein, donc c'est les communes rurales qui en bénéficient pleinement. Donc ça, c'est financé à 100% par le syndicat. Compte tenu qu'on a la compétence maintenant, éclairage public pleine et entière, les communes n'ont pas à payer ce coût forfaitaire qui est affiché là à l'écran. C'est pris en charge par le ciel aussi. Et donc là, ça va nous permettre à terme d'équiper 1700 armoires d'éclairage public. Alors comme je vous ai dit, on a une expérimentation au point lumineux qui marche très bien. Il y a pas mal de syndicats qui se sont déplacés dans la Loire pour voir comment ça marche et de voir qu'à partir de iPad, on peut, au point lumineux, là par contre, non seulement couper et éteindre, mais diminuer le flux. Et donc on s'aperçoit que une fois que, je ne sais pas dans combien de temps, il faudra peut-être un peu plus de temps, mais je pense qu'il faut envisager qu'à l'échelle de 5 ou 10 ans, on puisse avoir cette main sur chaque point lumineux. Ça va changer d'une part la maintenance des entreprises. Donc là aussi, elles ont en tant que collectivité, on est là pour les pousser en disant la maintenance, c'est plus celle d'il y a 10 ans ou 20 ans, c'est une nouvelle maintenance. Si on a l'information au point lumineux, on a un système chez nous, Géoloire, qui gère tous les points lumineux, qui sont à la fois accessibles par la collectivité, mais par les entreprises aussi. C'est un outil qui a les deux versions. Et je me dis que je vois à l'échelle de 5 ans, ça serait bien que nos 100 000 points lumineux puissent arriver sur notre plateforme Géoloire, ce qui fait que l'entreprise, elle n'a plus du tout la même maintenance. Le matin, quand elle part dépanner, elle sait précisément les points lumineux qui sont en panne et peut intervenir plus rationnellement et avec un coût qui, je l'espère, pourra diminuer. Et de nouvelles applications aussi dans les 5 ou 10 ans. Vous envisagez quel type d'application? Alors, il y a effectivement beaucoup de demandes, surtout sur les communes urbaines un peu plus importantes, où des collectivités souhaiteraient, là, de la même façon, avec les luminaires Zaga, on peut mettre tout un tas d'appareillages sur ces luminaires, hein, des détecteurs de présence, pour pouvoir compter des voitures, compter des piétons. Enfin, voilà. Donc là, on a des demandes qui partent
peu partout. Dans l'immédiat, on veut faire fonctionner ça très bien, déjà. Et puis les choses, naturellement, les besoins des collectivités sont là. À nous, syndicats, d'y répondre au mieux et faire en sorte que ça marche. Merci Gilbert Vasselon, vous restez avec nous. On a peut-être des questions dans la salle. N'hésitez pas, on a un micro, donc si vous voulez poser des questions à Gilbert Vasselon. Sinon, on enchaîne avec une question de Guillaume Lebris. Quand il n'y a pas de questions, il y a des questions de Guillaume Lebris de la FNSSR. Ouais, puisqu'il pose beaucoup de questions, Guillaume Lebris. Non, question, c'est moi c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. C'est aujourd'hui, vous êtes lancé effectivement avec un très fort déploiement. Vous passez par un marché pour l'exploitation et la maintenance de ces installations. Je pense aux passerelles, j'imagine. Donc avec des entreprises peut-être spécialisées ou des marchés qui sont à côté. Et ça, aujourd'hui, j'en discutais avec Philippe Huneau du CERS, est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment les personnes qui ont les compétences et assez de monde? On sait que c'est un petit peu compliqué pour les entreprises de trouver des monteurs, des électriciens. Et aujourd'hui, même des électroniciens potentiellement. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Et est-ce que ça a été difficile de lancer ce marché dès le début, quoi? Donc le marché de tout ce qui est fonctionnement objet connecté, ça en interne, on a des personnes compétentes qui ont pu effectivement avoir des entreprises qui ont répondu à nos besoins qu'on souhaitait. La principale difficulté, ça a été effectivement de réunir nos entreprises et de leur dire, écoutez, vous allez avoir à mettre 1700 horloges connectées dans ces armoires. Donc on les a formés une première fois, on a fait venir donc la première fois je leur ai dit c'est pas la peine que les directeurs viennent, moi je veux que ça soit ceux qui vont poser les horloges, hein, le petit appareillage avec l'antenne qui va dehors. Et c'est là où on se rend compte très vite qu'il y a certaines entreprises qui ont besoin de monter en compétences. Donc, on doit être à la 3e formation avec les entreprises pour leur réexpliquer comment ça marche. Et maintenant, quand elles posent la première, une fois qu'elles ont posé la première horloge connectée, on leur demande de prendre contact avec Nabil, qui est là, notre expert EP, pour s'assurer que ça communique bien, que ça marche bien, qu'ils ont bien branché, parce qu'on va chercher l'information sur le Linky aussi, qu'ils ont bien branché sur les 2 bonnes bornes du Linky, parce que le Linky, il y a 4 bornes, donc il faut se brancher sur les 2 bonnes bornes pour avoir les remontées du Linky. Hein. Si on n'a pas les bonnes informations, c'est pas intéressant. Mais voilà, il y a de la formation côté entreprise à faire, et voilà. Merci. On a une question. Merci. Yves Lenaf à nouveau. Petite question, une fois que vous avez monté ce réseau et cette infrastructure de gateway, est-ce que vous envisagez de louer les emplacements des opérateurs télécoms, des autres réseaux IoT? Parce que vous avez créé en fait une infrastructure qui a une valeur. Alors tout à fait. Alors c'est vrai que je l'ai dit à demi-mot, mais la relève des compteurs d'eau aujourd'hui, on a fait des expérimentations avec des syndicats d'eau en régie, et on appréhendait un peu parce qu'effectivement le compteur d'eau il est sous terre. Nos passerelles c'était fait pour essentiellement l'extérieur, et on s'aperçoit que le retour, on arrive à relever à 95% les compteurs d'eau, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et du coup là la régie va investir, c'est eux qui investissent dans la tête qui va aller sur le compteur d'eau, c'est eux qui investissent et qui vont se servir justement du réseau LoRa. Alors, ce qui est un peu plus dur, c'est partout où il y a des DSP avec des délégataires qui veulent maîtriser et qui cherchent et qui, dans leur coût de délégation, ne vont pas jusqu'au détail de la relève du compteur d'eau. Donc, nous, quand on leur affiche des prix, donc on a été obligé de monter un SPIC pour proposer justement que des opérateurs privés puissent venir sur notre réseau. Et là, on est dans une articulation qui est en train de se mettre en place. Et politiquement, il y a un jeu d'acteurs à jouer avec ces gros consortiums qui gèrent les DSP d'eau. Il y a un petit bras de fer qui est en train de se mener. Alors, j'espère que nos politiques seront à la hauteur du combat. Voilà, mais il y a essentiellement pour nous à venir de pouvoir récupérer toutes ces relèves de compteurs d'eau qui est un jugement très important.
Merci Yves. Alors, est-ce qu'on a une dernière question ? De toute façon, Gilbert, vous restez avec nous, puisqu'on va accueillir Rachid Hadda, le directeur général de Val d'Oise Numérique. On va découvrir votre ambition d'équiper la région Île-de-France d'ici à 2025 d'un réseau LoRaWAN. Votre volonté est d'apporter une solution de communication aux communes de la région capitale, une solution, dites-vous, sobre, souveraine et solidaire. Merci d'être avec nous, Rachid Hadda. Mettez-vous là. Alors, avant de découvrir cette solution, on va vous demander très brièvement de nous présenter Val d'Oise Numérique. Alors, Val d'Oise Numérique, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un syndicat mixte ouvert qui a déployé d'abord la fibre optique dans le Val d'Oise, dans les zones rurales et périurbaines, 130 000 prises. On a garanti la complétude des communes rurales et périurbaines en moins de 5 ans. Juste une petite incise, alors que dans la zone très dense et dans la zone AM2I, ça fait 10 ans qu'ils sont partis, on attend toujours. Par exemple, l'amende qu'a reçue un grand opérateur verticalement intégré qui n'a pas fini des plus grosses communes. Donc aujourd'hui, on a été en capacité de prouver que lorsqu'on veut déployer une infrastructure de manière complète et avec une péréquation départementale, on est capable de le faire sous maîtrise d'ouvrage public. Et en même temps, on a déployé en fibre optique un réseau, une boucle locale optique dédiée, donc un réseau de collecte et qui va chercher 5000 sites publics à moins de 100 mètres et 2000 à moins de 20 mètres. C'est 10 000 km de fibre noire qui ont été déployés en 3 ans. Et ces fibres, aujourd'hui, par exemple, dans le Val d'Oise, tous les réseaux de vidéoprotection du départementaux, enfin des communes et des collectivités, s'appuient sur la fibre noire de notre syndicat. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, très rapidement, on s'est positionné, mais c'était déjà le cas lors de l'élaboration du schéma directeur, parce qu'on avait déjà un volet usage et services numériques dès 2012, comme un syndicat de la transformation numérique du territoire, de l'accompagnement des usages, et notamment par la mutualisation des infrastructures. Voilà, ce qu'on a fait sur la fibre, on veut le faire sur autre chose. Donc on mutualise les infrastructures, on mutualise aussi des solutions. Par exemple, on a déployé un espace numérique de travail dans toutes les écoles primaires en moins de 6 mois dans toutes les écoles. Il n'y a pas une seule école du Val d'Oise qui n'a pas d'espace numérique de travail. Et donc nous, on croit vraiment que les syndicats mixtes doivent aujourd'hui se positionner comme intégrateurs territoriaux. On parle souvent d'aller chercher dans des marchés publics des intégrateurs. Nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que dans les syndicats, et notamment grâce à des structures comme la FNCR et la VICA qui nous accompagnent, on est en capacité sur le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire tout ce qui est connectivité, réseau, services numériques, on est capable de mettre en œuvre des solutions en s'appuyant bien entendu sur le privé. Après, nous-mêmes, on lance des marchés publics, on ne fait pas ça en régie, mais que le positionnement des entreprises privées doit se refaire en intégrant le fait que maintenant, il y a une couche d'expertise au sein des syndicats et l'intégrateur, c'est le syndicat. C'est comme ça, en tout cas, que nous, en Ile-de-France, on conçoit les choses. Et ensuite, on est capable d'adresser chaque besoin, mais on ne fait plus du clé en main, quoi. Entre guillemets, on donne les clés du camion à quelqu'un et puis une page blanche, il a rempli avec des solutions intégrées où derrière, on n'a pas de réversibilité, on n'a pas de transparence des coûts. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire l'article à tout le monde ici. Tout le monde le sait en dépouillant ces marchés. Et c'est pour ça que dans cette idée-là, vous voulez développer votre propre réseau LoRaWAN, mutualisé. Vous n'êtes pas le seul à le porter, vous êtes associé à plusieurs syndicats. Alors, juste quand même sur le syndicat, pour montrer cette démarche vraiment qui est dans une logique patrimoniale, mais au nom de la souveraineté, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de souveraineté des données pour les collectivités territoriales s'il n'y a pas de maîtrise de l'infrastructure. C'est un leurre. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Demain, Amazon vient d'annoncer la création d'un cloud souverain français, avec le tampon de l'ANSSI. Bon, ok. Voilà. Bientôt le McDo au guide Michelin, quoi. Donc du coup, nous, on part du principe aussi que la souveraineté, vue du côté de l'État pour les entreprises, c'est pas la même chose pour les collectivités territoriales. Nous, il y a le code de la commande publique, il y a la notion de réversibilité qui est importante. Et ça, c'est pas qu'une entreprise privée aille dans un cloud, par exemple, data center français privé, c'est une chose.
Mais qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un marché de services si dans 4 ans, dans 5 ans, ils doivent déménager? Moi, j'appelle ça les 100 data centers fixes. Vous voyez, les gens qui doivent bouger au gré des... À chaque fois, il y a une frayeur quand on ouvre l'enveloppe du marché de savoir si on va pouvoir rester hébergé dans le même data center ou pas. Donc, c'est cette logique-là qu'on a mis en place de mutualisation en se disant qu'à une certaine échelle, qu'on pense régionale, en tout cas interdépartementale, parce qu'on est plusieurs syndicats mixtes, on a à la fois la maîtrise technique et la maîtrise financière, et puis une logique de retour sur investissement. Pourquoi ? Parce que si on laisse à la collectivité juste le déploiement des infrastructures, là où c'est pas rentable, là où les opérateurs ne veulent pas aller, eh ben, c'est impossible d'avoir un service pérenne. Donc nous, notre idée, c'est, et tout ça je le dis dans le cadre de réseaux privés, rien ne nous interdit de déployer des réseaux, des infrastructures, voilà. Donc on déploie des réseaux et on utilise le fait qu'en tant que syndicat mixte, on a un transfert de compétences de nos collectivités. La L1425-1, c'est sur ce quoi on s'adosse pour pouvoir fournir du service à nos collectivités. Le Val d'Oise numérique pour les collectivités du Val d'Oise, Essonne numérique pour les collectivités d'Essonne, Seine-Yvelines numérique. Voilà. C'est-à-dire qu'on est chacun sur nos périmètres. Avec 4 syndicats franciliens. 4 syndicats, peut-être un 5e bientôt pour la Petite Couronne, on espère, ou la métropole du Grand Paris, on est en train de travailler avec eux. Mais l'idée, vraiment, ce qu'on a fait aussi sur le data center public communautaire il y a 5 ans, où on a réussi à mutualiser l'hébergement des acteurs publics franciliens dans un data center ISO 27001 HDS, tier 3+. Quand on l'a fait il y a 3-4 ans, tout le monde disait « Mais non, ça ne sert à rien, vous ne comprenez pas, vous allez aller... c'était il y a 10 ans même, Numergique, la Haute-Ouate, etc. » Enfin, où sont ces initiatives aujourd'hui? Donc la question de la pérennité aussi du service est importante. Voilà. Les communes, les collectivités, elles sont là pour 50 ans, 100 ans. Enfin, elles ont été créées il y a 2 siècles. Enfin, plus pour les communes, mais pour les... Comment je peux garantir aujourd'hui qu'un acteur privé va maintenir son activité? Le géant Atos arrête l'activité d'infogérance. Qui aurait pu le dire il y a 5 ans? D'où l'importance de la logique patrimoniale. Voilà. Je Local. suis plus dans une logique politique aujourd'hui, voilà, de dire pourquoi on fait ça, le pourquoi. Le pourquoi, c'est une logique patrimoniale pour 2 raisons. La souveraineté, mais de proximité, telle qu'elle est entendue par les collectivités territoriales. La mutualisation, parce qu'un syndicat mixte doit être solidaire. L'idée, ce n'est pas juste d'aller chercher les communes qui ont les moyens de payer et de laisser les petites à l'écart. Je veux dire, une commune comme Vilaine-sous-Bois qui ne déploie que 30 capteurs parce qu'elle n'a qu'une école et un hôtel de ville et qui est en zone blanche pour tout, pour la 4G, pour la fibre au départ. Et voilà, elle a autant de besoins qu'une grosse commune ramenée à sa taille. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Et ça, c'est le service public. Et ça, c'est le service public. Alors, rentrons dans le détail du projet, parce que l'ambition, elle paraît énorme, vouloir couvrir l'ensemble de l'Île-de-France. Ça commence comment? Ça commence d'abord par un déploiement dans les mairies, les collèges et lycées, là où vous pouvez le faire? Alors, d'abord, pourquoi on déploie ce réseau? On déploie ce réseau, je ne vais pas revenir sur l'intérêt du LoRa, il a été explicité juste avant. Voilà. Nous, on est dans une logique de multi-modalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des TGV partout, il y a des TER, il y a des RER, il y a des tramways, il y a des vélos. Voilà. Donc la bonne connectivité pour le bon usage, c'est ça la sobriété du numérique. Donc le deuxième point, c'est la sobriété du numérique liée aux équipements. C'est-à-dire qu'à quoi ça sert d'aller mettre une antenne sur un collège, une antenne sur un lycée, alors qu'ils sont à 500 mètres l'un de l'autre, quand on connaît la couverture du réseau. Donc voilà. Et donc on a lancé ce projet parce qu'on avait répondu collectivement à un appel à projet national du PIA 4, donc Seine-et-Marne numérique, Val d'Oise numérique, Seine-et-Yvelines numérique, Essonne numérique et la région Île-de-France. Et là, l'idée, c'était de déployer un réseau LoRa. Alors, c'était pas pour l'éclairage public, c'était pour la gestion bâtimentaire initialement. Et donc l'objectif, c'était de rendre Deep Indoor l'ensemble des bâtiments des acteurs publics franciliens. Donc collège, lycée, école, mairie, etc. Et donc, Deep Indoor, les collèges et les lycées. Mais de manière native, by design. Parce qu'aujourd'hui, un opérateur va nous dire « Oui, mais je suis présent ici, Oui, mais alors ? Est-ce que tu es présent dans les 400 lycées d'Île-de-France? Même, est-ce que tu es présent dans tous les... Voilà, je veux dire,
ce même opérateur avait de la fibre dans les zones d'activité, ça ne nous a pas empêché de déployer des boucles locales optiques dédiées parce qu'il y avait une carence d'offres concurrentielles. Et là, l'idée, c'est d'abord une première phase, déployer 1000 antennes. Et une première phase, c'est de déployer une antenne sur chaque collège et sur chaque lycée, ce qui va nous permettre. Donc, on n'a pas fait. On est vraiment dans une approche bâtimentaire initialement, dans un réseau privé bâtimentaire pour les membres de nos syndicats respectifs. Donc, on déploie des antennes sur les collèges et sur les lycées. Et là où il n'y a pas de collège et il n'y a pas de lycée, sur un bâtiment public qui appartient à nos membres. Ça peut être une mairie, ça peut être... on ne fera pas les écoles, parce que même si le réseau LoRa n'a aucun impact sanitaire, psychologiquement, c'est compliqué. Un foyer, une piscine, etc. Ce qu'on a déjà fait, d'ailleurs, dans le cadre d'un pilote, où on a déjà déployé une 50aine d'antennes dans le Val-d'Oise. Hein. Voilà. Donc, et ensuite, ça permet de couvrir l'Île-de-France. En faisant ça, déjà, on est à 70% de couverture outdoor. Avec combien d'antennes, donc ? Avec à peu près 1500 antennes. Et ensuite, c'est d'aller densifier au fur et à mesure de l'identification des besoins. Et donc, on va être autour de 2000, sachant que pour garantir la complétude, les études ont été faites il y a à peu près il y a 2 ans, pour garantir la complétude du réseau à l'échelle francilienne, il faut à peu près 3000 antennes. Je rappelle que les opérateurs privés, à l'échelle nationale, n'ont même pas ce nombre d'antennes. Je me permets juste d'accélérer dans la sous-section de questions que je vais vous poser, parce qu'on doit terminer à 13h. Qu'on comprenne bien, en fait, l'idée, c'est ensuite de mettre à disposition ce réseau. Donc, ça peut être pour de l'éclairage public, ça peut... Alors, d'abord, l'idée, c'est que ce réseau soit souverain de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va mobiliser nos réseaux de fibre noire pour remonter les flux LoRa dans le data center public de Logne. Votre data center. Le LNS est installé on-premise dans notre data center. Ce réseau garantira la portabilité de l'IoT, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de portabilité de l'IoT dans les réseaux publics, enfin, on se comprend qu'ils sont privés. On garantira ça et on garantira la non-discrimination du réseau au titre de la L1425-1, la transparence des coûts, la transparence de la facturation, et ensuite, la façon dont on va le commercialiser. On le commercialisera d'abord, et ce n'est pas le mot commercialiser qui vaut le plus, parce qu'on le mettra à disposition, et chaque syndicat décidera dans une délibération à combien il vendra son réseau. Il y a un syndicat qui fera un service in-house complet de connectivité qui ne refacturera pas ses communes. Nous, par exemple, on a un certain tarif. En Seine-et-Marne, ce sera un autre. Ça, ce sera l'équilibre de chacun. Et ensuite, on verra par la suite si on commercialise ce réseau à des acteurs privés qui ont des missions d'intérêt public, notamment les délégataires de services publics. Voilà. De l'eau, éclairage public, etc. C'est ça l'intérêt. Et nous, ce qu'on préconise d'ailleurs, c'est que ce soit plutôt la collectivité, ce qu'on a fait dans le POC à Sarcelles, ce soit la collectivité qui achète la connectivité et qui la mette à disposition de son bailleur pour être totalement transparent. Parce que tout à l'heure, on parlait des bailleurs d'eau, etc. Ils ont leur propre réseau privé, propriétaire. C'est pas gratuit, hein, ils refacturent à la collectivité. Parce que ce qu'on oublie aussi, et c'est aussi pour ça qu'on lance cette logique patrimoniale, c'est que nous, ce qu'on pense, et c'est ce qu'on avait défendu au PIA 4 et au contrat de plan État-région, puisque le projet est inscrit au contrat de plan État-région, c'est que si aujourd'hui la Smart City ne se développe pas aussi bien que ça en France, au-delà du démonstrateur, c'est que le coût de connectivité résiduel de l'objet connecté, il ne paraît pas important unitairement, mais quand on va déployer des centaines de milliers de capteurs, il est important. Et quand moi j'ai lu dernièrement, enfin il y a 2 ans, un premier article qui expliquait, KPMG qui avait sorti un article, il ne faut pas chercher un ROI dans la Smart City. Ben, c'est normal. Je veux dire, si le retour sur investissement, il part dans la poche de l'opérateur de connectivité, etc., ça pose un problème. Donc nous, on se doit d'avoir un modèle économique pérenne pour les collectivités. Et l'objectif, c'est que le retour sur investissement de la Smart City, là, est dans la poche de la collectivité et pas des opérateurs. Et c'est pour ça qu'on avait déployé, il y a 5 ans, 10 ans, des boucles locales optiques dédiées. C'est pas parce qu'il n'y avait pas la fibre de tel ou tel opérateur, c'est qu'ils vendaient de la bande passante, alors que nous, on disait, ben non, on voulait de la fibre noire, ils ne voulaient pas la commercialiser. Bon, on a construit nos réseaux de fibre noire qu'on a activés nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on a divisé par 6 les coûts de connectivité par caméra aujourd'hui dans le Val-d'Oise. Voilà. Avant de vous parler de l'aspect financier, on conclura sur ça, et après on va demander au public s'il y a des questions. Le marché, il a été attribué. Oui, alors, c'est un marché. Alors,
il faut comprendre que ce n'est pas un groupement de commandes, ni un consortium qui porte le projet. On a fait un consortium de coordination où on a des bonnes pratiques entre nous, où on dit qu'on partage le même LNS, que tout sera localisé au data center de Logne pour des raisons de souveraineté et répliqué, que la cybersécurité du réseau sera assurée par Seine-et-Yvelines Numérique dans le cadre de ces voilà. Chacun, dans sa compétence qui est la sienne, apportera sa pierre à l'édifice de ce réseau-là. La région Île-de-France est partie prenante aussi. Et l'idée, c'est que chacun déploie sur son propre territoire de compétences. Ensuite, donc, on a lancé un marché dans le cadre de notre centrale d'achat, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Valoise Numérique est constitué en centrale d'achat depuis 2015. Et donc ce marché-là, pour le déploiement des antennes, il y a 2 lots. Un lot acquisition des antennes, où on a sourcé un distributeur, c'est OCA, les 3 réponses, et c'est OCA qui a gagné ce lot-là. Et le deuxième lot, qui est l'installation, la maintenance et l'aide à la commercialisation, parce que ce ne sera pas la commercialisation, puisqu'elle sera faite par chacun des syndicats auprès de ses membres, et le jour où on déploiera, où ce sera déployé les selles régionales, ce sera le groupement d'infogérance publique communautaire qui commercialisera peut-être auprès d'opérateurs privés, puisque ce réseau-là, il sera ouvert aux opérateurs à terme. Si un opérateur privé de type Orange, Bouygues, enfin voilà, ils ont besoin on pourra faire des accords de roaming, etc. C'est vraiment l'enjeu, c'est d'avoir un réseau neutre, non discriminatoire, sur le même modèle que celui du déploiement de la fibre. On a mutualisé les infrastructures. Nous, on n'est pas un opérateur verticalement intégré. On va mettre à disposition ces infrastructures pour avoir la connectivité, mais ce n'est pas moi qui vais vendre les capteurs, c'est pas moi qui vais... voilà. Et alors, pour une opération, à quel coût ? Alors, vous connaissez les tarifs, hein, ça coûte à peu près 5 000 € de déployer une antenne. Il s'avère que l'architecture d'hébergement, on l'a déjà, puisqu'on a notre data center, on a déjà été amorti, on ne va pas là, voilà. On a nos réseaux de fibres, puisqu'on a monté des GFU pour collège et lycée, donc les flux LoRa remonteront lorsqu'il y a par la connectivité du site jusqu'à Logne. Et ensuite, là où vraiment on a une antenne qui est entre guillemets dans la pampa, on remontera avec de la 4G en attendant jusqu'à ce qu'on soit sûr de garantir une connectivité dont on a la maîtrise dans la commune. L'objet, voilà. Merci Rachid Allah. Si vous avez des questions... J'ai pas dit à qui. C'est Sogetrel qui a gagné notre marché pour le déploiement. Voilà. Et Iconex qui nous accompagne sur l'éclairage public. Je voulais dire que dans le cadre du marché de nos centrales d'achat, on a même lancé un marché, puisqu'on s'occupe de transformation numérique, qui vient percuter les différents métiers. On a un marché de vidéoprotection, mais là, on a attribué il y a 6 mois un marché d'éclairage public intelligent avec un lot qui est sur acquisition-maintenance, et on a le premier MGPE en accord cadre dans une centrale d'achat qui a été attribué il y a à peu près 6 mois ou 3 mois à un consortium SPI de Richebourg, Prunevieille. Voilà. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à remonter ? N'hésitez pas. On a une question en bas à droite. Bonjour monsieur, je vous invite à vous présenter. Merci Rachid pour ça. Enfin, c'est passionnant à écouter. Mais j'ai une dernière question, moi, qui concerne, sur laquelle j'ai pas la réponse. C'est aujourd'hui, c'est top. Vous prenez sur vous de lancer ce super réseau. Et par contre, c'est comment aujourd'hui le syndicat Val d'Oise Numérique fait en sorte que les communes se disent oui, j'y vais. C'est oui, j'investis dans des points, dans des nœuds communicants. Oui, j'investis pour tel sujet. Est-ce que ça vient tout seul ou est-ce que je pense qu'il y aura un travail de fond à faire avec beaucoup de pédagogie à apporter en fait ? Alors là-dessus, c'est pour ça. Là, je reproche assez à certains opérateurs privés d'être verticalement intégrés, c'est-à-dire d'être dans toute la chaîne de valeur, et du coup, qu'il y ait une confusion pour pas l'être ici. Ici, je venais parler de notre côté infrastructure. Après, Val d'Oise Numérique, avec sa casquette syndicat mixte qui accompagne les usages, accompagne les communes du Val d'Oise pour développer les usages de la Smart City. Et notamment, on a un autre marché qui est en cours, où là, c'est l'acquisition de capteurs, de l'hypervision, etc. Donc, on va mettre en place un hyperviseur mutualisé, mais ça, je n'en parle pas. Enfin, ce n'est pas le cadre, puisque là, l'idée, c'était de dire il y a une infrastructure de la même façon que quand on a déployé de la fibre noire.
On l'a déployé parce qu'on savait que le département en avait besoin. Les communes continuaient à faire des réseaux hertziens pour la vidéoprotection. Il y a eu un travail qui a été fait pour que les communes comprennent l'intérêt qu'elles avaient à déployer des réseaux de type GFU pour rationaliser leurs coûts télécoms, pour sécuriser leur architecture informatique et mettre en place des architectures centralisées. Pareil pour le data center. On a déployé ce data center public communautaire, mais il a fallu beaucoup de temps pour faire comprendre aux communes que ça ne servait à rien de garder en auto-hébergement au fond d'une cave deux serveurs au milieu de nulle part. Donc après ça, c'est le travail du syndicat d'acculturation auprès des élus, rassurer les métiers. Je ne suis pas devenu DSI de l'INSERM parce qu'aujourd'hui, l'INSERM ou l'INRIA ont mis leur infrastructure dans nos data centers. Vous voyez, on est là pour apporter des solutions publiques, souveraines, et je rajoute de bout en bout, avec une maîtrise d'ouvrage publique, et une gouvernance publique. Ça, c'est hyper important. Et après, c'est vrai que les communes, elles viennent à la Smart City en fonction de leurs besoins, mais aussi parce qu'aujourd'hui, elles sont perdues. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de connectivité et que vous voulez déployer 3-4 capteurs, vous faites comment? Donc, la notion même de leur dire, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez monitorer un certain nombre de bâtiments et le faire de manière centralisée grâce à un hyperviseur, c'est un travail qu'on doit faire. Mais je pense que pour que ça se fasse, parfois, c'est l'organe qui crée la fonction. Hein, si on n'avait pas déployé notre fibre noire de manière totalement désintéressée, en se disant un jour il y aura des usages, on aurait toujours attendu et il n'y aurait rien. Hein, on l'a déployé, on savait qu'il y avait un premier besoin qui était le département et la région, et les communes sont venues 3-4 ans après. Voilà, nous, le temps joue pour nous. On est sans bénéfice, on ne fait pas de bénéfice, on est sans but lucratif. On est des aménageurs, on n'est pas des vendeurs de connectivité. On aménage le territoire et ensuite, si c'est utilisé, tant mieux, mais on cherche le modèle. Si c'est utilisé partout, tant mieux, mais on se débrouille toujours. Le cas d'usage du département et de la région suffit souvent à équilibrer le projet. C'est pour ça que je vous ai dit que l'approche qu'on a eue dans ce réseau LoRa, c'était d'aller chercher les collèges et les lycées pour les rendre deep indoor by design, parce qu'on savait que c'était d'abord le département et la région qui avaient besoin, pour la mise en œuvre du décret tertiaire, d'avoir de la connectivité à l'intérieur des bâtiments. Et en outdoor, c'est une conséquence de la densification du réseau. On n'est pas allé chercher d'abord, en première intention, la desserte outdoor. On est vraiment allé chercher la desserte deep indoor des bâtiments publics stratégiques, de la même façon que quand on a lancé notre GFU, notre Blood fibre noire, c'était d'aller chercher 5000 sites publics. Et il s'avère qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise est à moins de 100 mètres, j'ai envie de dire statistiquement, de notre réseau. Mais voilà, ce n'était pas l'objectif premier. C'est un corollaire, finalement. Merci. J'ai une question également. Bonjour, monsieur Ada. Jessim Bouden du Ciel. Donc, je suis en charge du suivi du réseau LoRa dans le département de la Loire. Et j'avais une question du coup sur votre centrale d'achat. J'ai su que vous avez monté votre centrale d'achat avec un catalogue de capteurs et gateway étoffé. Quelles sont les modalités d'adhésion et si du coup ce catalogue il est partageable aux autres syndicats? Donc notre centrale d'achat qui était d'abord départementale, ensuite régionale à la demande de la région, sur certains marchés, notamment suite à l'appartenance de Val d'Oise Numérique à la FNCR et à un consortium qu'on avait monté avec la FNCCR, on a ouvert certains marchés au niveau national. Hein, notre marché de vidéoprotection, le marché d'éclairage public et le marché IoT. Donc effectivement, tous les marchés autour de la Smart City sont ouverts, sont ouverts nationalement. Les garanties ont été prises avec le contrôle d'égalité, etc. Et donc, surtout les volumes qu'on a mis dans ces marchés-là nous permettent d'aller de manière marginale, hein, bien entendu. Hein, c'est d'abord francilien, mais de manière marginale, on peut aller chercher certains marchés. Je vous prends un exemple. Hein. Dernièrement, le SIEA, donc le syndicat de l'Ain, a adhéré à la centrale d'achat et a acheté la solution Hexadone qui a été développée notamment par Orange via la centrale d'achat de Val d'Oise Numérique. Et pourtant, c'est le syndicat de l'Ain. Ou la ville d'Avignon qui a adhéré, qui a acheté certaines solutions. Merci. C'est une simple délibération, en fait. Voilà. Merci pour votre question. Avons-nous d'autres questions? Sinon, je vous propose de remercier Gilbert Vasselon et Rachid Ada pour leur exposé on ne peut plus clair
Ce colloque est sur le point de se terminer. Vous trouverez sur les tables du buffet un QR code à scanner qui vous permettra d'accéder à une enquête de satisfaction, savoir si vous avez trouvé un intérêt particulier ou non à ce colloque, que j'ai trouvé, moi, personnellement, très intéressant. Je vais inviter au préalable, avant de nous quitter, bien sûr que je n'ai pas oublié le président, mais évidemment, Antoine Coroller, merci d'être la vice-présidente de la FNCCR. Vous allez clôturer nos échanges. Président du syndicat départemental d'énergie du Finistère. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il me revient de conclure ce colloque très intéressant, effectivement, comme ça a été dit, puisque Jacques Jagnet a dû nous quitter pour les urgences qu'il avait, familiales, entre autres, qu'il avait donc effectivement assumées. Donc, j'ai accepté, bien sûr, de clôturer ce colloque, parce que c'est un sujet, l'éclairage public connecté, qui également intéresse beaucoup le SDEF, et nous, nous sommes lancés également dans l'éclairage connecté depuis déjà 3 ans. On aurait pu également le présenter, mais je crois que c'est intéressant de voir aussi ce que font les autres, et puis parfois de s'inspirer, parce qu'il y a effectivement des bons exemples, pas que dans le Finistère. J'espère que ce colloque aura permis donc aux collectivités qui sont dans la phase de développement de leur projet d'y voir plus clair. C'est tout à fait approprié de parler plus clair quand on parle d'éclairage public. Si des questions n'ont pas été posées, donc vous pourrez tout à l'heure, lors du déjeuner, il y aura une session de rattrapage par contact directement avec les intervenants. Donc de la littérature, bien entendu, existe sur le sujet. A été également cité en début du congrès le guide édité par Think Smart Grid, auquel la FNCCR a participé. Vous disposez également du guide de la FNCCR sur le sujet diffusé il y a 2 ans. Ils sont traités les montages juridiques, les différentes technologies, l'évaluation des coûts inhérents et les points de vigilance. Ce guide est à votre disposition. D'ailleurs, peut-être que certains ont pu le prendre tout à l'heure. J'ai également le plaisir de vous annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau guide, qui est préparé cette fois par le CEREMA et le CERS. Donc, ce guide devrait sortir en début d'année 2024. Et vous disposez, alors je ne sais pas s'il est présenté, en exclusivité du visuel provisoire à l'écran. Ce fascicule a pour cible les gestionnaires d'installations d'éclairage public. Il a pour objectif de préciser ce qui est entendu dans la notion de télégestion, d'en définir les contours et d'en préciser les solutions techniques disponibles. Il entend également apporter au lecteur des éléments factuels concernant l'apport potentiel d'une télégestion, que ce soit au niveau des économies d'énergie et financières, l'amélioration du service aux usagers, la réduction des nuisances. Tous ces thèmes-là ont été abordés fortement pendant ce congrès, ce colloque, mais également, ça évoque également les limites. Ce fascicule sera complété en annexe de quelques exemples de réalisation sur des territoires ou des solutions différentes au regard des enjeux et besoins définis par chacun des gestionnaires. Il me semble qu'entre ces guides et ce colloque, vous disposez désormais de l'ensemble des informations nécessaires pour vous lancer dans une modernisation de vos parcs d'éclairage public. J'espère que dans 10 ans, lorsque vous représenterez les caractéristiques de votre réseau d'éclairage public, vous pourrez dire en conclusion, et en plus de tous les services qu'ils apportent aux administrés sur la voirie, il est clair. C'est quand même l'objectif premier. Mais effectivement, on a vu qu'il y a une combinaison d'usages aujourd'hui à partir des objets connectés qui vont se développer dans les prochaines années et sur lesquels, effectivement, on est attendu au niveau des collectivités. Je rappelle également qu'il y a un congrès de la Fédération qui va se dérouler du 26 au 29 juin à Besançon, donc vous y êtes tous invités. Les inscriptions vont commencer. Il y a également des possibilités pour des exposants de retenir des espaces. Donc je vous souhaite un bon appétit, un bon retour et je vous remercie une nouvelle fois pour votre participation à ce colloque de la Fédération. Et je n'oublierai pas de remercier toute l'équipe de la Fédération qui a préparé ce colloque, que ce soit Wilfried et tous ses collaborateurs, ainsi qu'au niveau de la communication, donc notre chargé de com, et puis donc bien sûr Pascal et l'ensemble du personnel de la Fédération. Merci beaucoup et bon après-midi.